Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Pourquoi l'achat d'une RP nous ralentit? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de reparler un petit peu de tout ce qui concerne les résidences principales. Parce que c'est un sujet quand même qui tient beaucoup de personnes à cœur. Quand j'ai des personnes en visio, quand ils prennent un appel avec moi pour discuter de leur projet, souvent les gens me disent « Ah mais Dorine, tu vas me disputer, j'ai acheté ma RP, etc. » Voilà. Bon, figurez-vous qu'avec Cyril, on l'a faite aussi, cette superbe erreur d'acheter une RP. Après, j'appelle ça une erreur, mais moi dans ma tête, je sais pas comment vous dire, c'est pas une erreur à proprement parler, c'est juste, un craquage, une priorité autre qui n'est pas une priorité financière, quoi. On va dire que d'un point de vue purement rationnel, moi je trouve ça pas la meilleure décision, en tout cas quand on est dans un début de phase d'investissement, qu'on a envie de faire grossir notre patrimoine. Je trouve que la résidence principale, ça ralentit la création de ce patrimoine, etc. Mais évidemment, il n'y a pas que la rationalité financière qui doit être prise en compte dans ces décisions. Donc des fois, on ne prend pas ça en compte. Voilà. En tout cas, on ne le prend pas en compte de façon prioritaire. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer pourquoi ça nous ralentit, cet achat de résidence principale. Parce que, en soi, c'est pas dramatique. Concrètement, si jamais vous avez déjà acheté votre résidence principale et qu'elle est remboursée, très bien. On s'en fiche, c'est pas grave, vous l'avez fait, on n'en parle plus. Si jamais vous avez une résidence principale qui est en place et qui est en grande partie déjà remboursée, que ça fait longtemps que vous l'avez, et que maintenant les prix de l'immobilier ils ont monté, que vos mensualités elles sont faibles et que si vous repassiez dans le même logement en location, en fait vous payeriez plus, dans ce cas pareil, très bien à vous, continuez comme ça. Et puis en tout cas la résidence principale ne va pas vous bloquer dans la suite de vos investissements. Mais là, je parle plutôt des personnes qui hésitent là, maintenant, en ce moment, entre acheter sa résidence principale et acheter un investissement locatif. Et j'ai envie de vous expliquer juste pourquoi l'achat de votre résidence principale va vous ralentir. Alors évidemment, si vous n'êtes pas pressé de devenir libre financièrement, achetez votre résidence principale. Il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas pressé, il n'y a pas de stress, faites comme vous voulez. Là, je parle des personnes, qui se posent la question, est-ce que je le fais ou pas? Parce que j'ai quand même envie de devenir libre financièrement rapidement. Et je me pose la question quand même d'acheter ma RP, comme ça c'est fait. Et puis ma compagne ou mon compagnon, ça lui tient à cœur d'avoir sa résidence principale. Donc je pense qu'on va commencer par ça. Et l'année prochaine, on commencera les investissements. Voilà, c'est un peu de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Et j'ai envie de vous expliquer pourquoi ça vous ralentit. En fait, la première chose, déjà, c'est que quand on achète une résidence principale, ça va vous prendre du temps dans votre charge mentale. Entre l'instant où vous vous êtes décidé d'acheter votre résidence principale jusqu'à ce que vous soyez concrètement emménagé à l'intérieur de votre résidence principale, on va dire de façon effective, avec plus aucun travaux dedans, il peut se passer un certain temps, voire je pense un minimum de 1 an, voire même plus pour les personnes qui font traîner les travaux en longueur. D'ailleurs, on va en parler. Donc ça, c'est le premier point, d'accord? Ça va vous prendre du temps. Donc en fait, le temps que vous y passez, et ça, moi, je m'en rends compte de plus en plus dans ma vie aujourd'hui, dès que j'accepte un projet, peu importe qu'il soit de l'ordre perso, pro, peu importe, ça me prend une place dans ma charge mentale. Et que en fait, ma charge mentale, elle est limitée à un certain nombre de projets. Au-delà d'un certain nombre de projets, en fait, inconsciemment ou indirectement, j'en délaisse d'autres et en fait, j'avance pas sur certains parce que j'avance plus sur d'autres. Tu vois, et c'est parce qu'en fait, on peut pas avoir 6 projets en même temps qui avancent à la même vitesse. C'est un peu compliqué. Donc, déjà, ça va vous accaparer un certain nombre de temps, de mois, voire d'années, 1 à 2 ans, moi je dirais, grosso modo. Donc en gros, vous prenez consciemment
la décision de reporter votre liberté financière à 1 ou 2 ans. Voilà. Après, si vous n'êtes pas pressé, tant mieux pour vous. Deuxièmement, l'autre problème qui va vous ralentir, c'est que vous allez en général, et j'ai bien dit en général, vous endetter davantage que si vous restiez en location. Alors, en réalité, quand on reste en location, on ne s'endette pas. Mais quand je dis ça, c'est par rapport au calcul des banques. Parce que oui, les banques, elles prennent en compte votre loyer dans votre calcul du taux d'endettement si jamais vous êtes locataire. Et pareil, si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, elle va prendre en compte votre mensualité pour le calcul du taux d'endettement au moment de la décision si elle continue ou pas à vous prêter de l'argent. Donc, on peut tout à fait comparer le loyer d'une location par rapport à la mensualité que vous allez régler pour votre résidence principale. Et en général, j'ai bien dit en général, les personnes, lorsqu'elles achètent leur résidence principale, leur mensualité est bien plus élevée que leur loyer. J'en suis la preuve consciente. Nous, aujourd'hui, on est à peu près à 1 100 € de loyer par mois là, dans la location dans laquelle on se trouve. Et on va plus que doubler, voire, je dirais pas tripler, mais pas loin. En tout cas, on va plus que doubler notre loyer en passant en résidence principale. Et en réalité, c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est-à-dire que si vous réfléchissez pour un logement équivalent, si jamais vous étiez en location, en général, le loyer est bien plus faible que la mensualité. Pourquoi ? Parce que vous êtes sur des grandes surfaces. Les grandes surfaces, en général, ne sont pas rentables. Donc, c'est une question de rentabilité. C'est-à-dire qu'une grande surface étant peu rentable, il y a de fortes chances que le loyer soit plus faible que la mensualité. C'est-à-dire que vous pouvez difficilement trouver un bien dans lequel vous allez investir, dans lequel vous allez avoir un loyer plus important que la mensualité que vous allez régler. Donc, en général, la mensualité elle est plus forte. Et ça, soyez honnête avec moi, parce qu'en plus de ça, en général, quand on a envie de cette résidence principale, c'est notre ego qui parle, on a envie de se sentir bien chez soi. Voilà, on a un petit goût de luxe qui s'installe en nous sans... je sais pas comment dire. Il n'y a pas de préjugés et de méchanceté quand je dis c'est un goût de luxe d'avoir sa résidence principale, mais il y a un côté où voilà, on a envie de se sentir posé dans sa vie, pouvoir dire qu'on a acheté sa résidence principale, qu'on est en sécurité parce que voilà. En fait, il y a un côté un petit peu d'ego qui est en place. Et voilà, et donc en fait, on a envie d'avoir une belle résidence principale. On se dit, attends, quitte à l'acheter, on va y rester quand même plusieurs années. Donc si jamais on a des enfants, autant acheter directement le nombre de pièces dont on aura besoin dans le nombre d'enfants cibles. En fait, donc forcément, on va dépenser plus qu'un loyer. Voilà, donc ça, je préfère que vous soyez honnête envers vous-même et que vous fassiez le calcul et que vous regardiez cette différence. Donc ça, c'était la deuxième chose qui vous ralentit. Donc premièrement, il y avait la charge mentale. Deuxièmement, il y avait le fait que votre mensualité allait être beaucoup plus élevée que votre loyer. Troisièmement, vous allez me dire, oui, mais moi, regarde, je mets beaucoup d'apports, donc finalement, je limite ma mensualité pour que finalement, elle ne soit pas si élevée que ça par rapport au loyer. Ok, peut-être que tu as un petit peu triché, entre guillemets, et tu as décidé de mettre de l'apport. Mais ce qui se passe, du coup, c'est que ton apport, pour les futurs investissements, et aux yeux des banques, il a fondu. Il a fondu peut-être pas complètement, parce que tu en as gardé de côté, mais il y en a une part indéniable qui est partie et qui s'est volatilisée dans ta maison, ta jolie maison résidence principale ou ton joli appartement résidence principale. Et donc, tu as pu le faire pour compenser cette histoire de mensualité qui était trop élevée, mais je précise quand même, en général, les gens maintiennent quand même une mensualité plus élevée que le loyer malgré l'apport qu'ils mettent. Donc, entre guillemets, tu perds quand même sur les deux tableaux. En général, je dis bien en général parce qu'il y a des exceptions, il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais moi, j'ai fait une super affaire avec ma résidence principale. » C'est possible. Tu vois, si tu achètes une petite surface dans laquelle tu fais toute la rénovation toi-même, tu peux t'y retrouver avec un loyer équivalent. Et là, c'est très bien. Là, je considère que du coup, tu as fait une très bonne opération et tant mieux pour toi. Mais là, je parle pour la majorité des gens, que moi, en tout cas, que je côtoie et avec lesquels je discute. Je suis d'accord qu'il y a peut-être un biais, que c'est peut-être pas la majorité des gens, mais en tout cas, c'est les personnes avec qui je discute. Donc, quand on s'est donc à la fois endetté, donc augmenté sa mensualité, plus on a fondu un petit peu ses économies, ça, indirectement, les amis, ça vous ralentit vers la liberté financière. C'est encore un poids supplémentaire que vous portez dans votre sac à dos qui n'était pas forcément nécessaire par rapport au fait que vous seriez resté en location. Donc ça déjà, on en est à 3, ok ? 3 inconvénients qui vont faire que ça ralentit la charge mentale, vous êtes plus endetté,
à cause de votre mensualité qui est plus élevée qu'un loyer équivalent, d'un logement équivalent, et vous avez injecté de l'apport en général. Évidemment, si vous essayez de ne pas injecter d'apport, c'est mieux, tant mieux pour vous. Mais voilà, mais vous savez que votre capacité d'endettement, elle est quand même, on va dire, amoindrie. Et quatrièmement, et ça c'est non négligeable les amis, et je pense même que c'est le pire, parce que c'est vicieux, c'est que une résidence principale, ça coûte cher en permanence. Ça coûte cher en permanence, c'est-à-dire que ça augmente vos charges fixes. Par exemple, pour le coup, vous payez la taxe foncière. Quand vous étiez locataire, vous ne payez pas la taxe foncière. Deuxièmement, vous allez meubler votre appartement. Mais quand vous allez meubler, vous allez mettre des meubles de meilleure qualité. Parce que vous allez vous dire, non mais voilà, c'est ma résidence principale, je vais y rester longtemps, donc j'ai envie de meubler bien. Donc vous allez vous faire une belle cuisine chez un cuisiniste qui va vous coûter 20 000 €. Bon, je dis un chiffre au pif, mais voilà, grosso modo, souvent, ça peut coûter très cher, une belle cuisine faite par un cuisiniste. Vous allez choisir un parquet, un joli parquet, pas un pauvre truc en PVC. Non, vous allez choisir un beau parquet. Vous allez faire des choix aussi qui, en réalité, ne vont pas forcément apporter de la valeur au bien, parce que vous aimez bien les fleurs, vous aimez bien, je sais pas, quand je dis les fleurs, des décorations fleuries, des carrelages originaux, vous allez aimer mettre un mur de couleur, mais d'une couleur qui n'est absolument pas aimée par la majorité de la population, parce que vous allez vous dire, je me fais plaisir, il faut que ça me plaise, ça on va rester longtemps. Donc en fait, ça, en réalité, ce sont des dépenses qui ne sont pas des investissements, parce que ça n'apporte pas de valeur réelle au bien, en tout cas très peu, proportionnellement au montant investi. Et en plus de ça, le truc qui est horrible, et d'ailleurs j'ai eu des personnes en visio il n'y a pas longtemps pour qui ça arrivait, c'est qu'en fait, ils ont beaucoup de mal à rééconomiser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès qu'ils ont à nouveau de l'argent de côté, ils se posent toujours la question, ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans la maison pour l'améliorer ? Ah là, on va faire la terrasse. Ah maintenant, j'ai touché ma prime, j'ai touché mon 13e mois. Bon tiens, on va revoir tous les meubles du jardin, comme ça on va refaire un joli salon de jardin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que votre méthode, en tout cas votre capacité à économiser de l'argent va être amoindrie. Ce qui, à nouveau, va ralentir votre chemin vers la liberté financière. Donc vous avez compris les 4 aspects qu'il faut avoir en tête quand on se lance dans l'achat d'une résidence principale, c'est que vous allez être ralenti à la fois parce que ça va vous prendre de la charge mentale, deuxièmement parce que vous allez être en général plus endetté, c'est-à-dire que la mensualité va être plus élevée que votre loyer, ce qui va être pris en compte pour le calcul du taux d'endettement. Vous allez avoir mis un certain nombre d'apports, donc votre apport aura fondu. Et quatrièmement, vous allez dépenser plus au quotidien entre taxes foncières, meubles plus chers, travaux que vous faites au fur et à mesure, parce que ça c'est le piège de se dire, du coup, pour garder une mensualité faible, je ne me finance pas les travaux, et puis je vais les faire au fur et à mesure dès que j'ai des économies de côté. Ok, mais donc là au final, tu galères à remettre de l'argent de côté parce que tu passes ta vie à refaire des travaux au fur et à mesure dans ta maison. Donc en fait, tu te retrouves dans un cercle vicieux où tu as beaucoup de mal à te reconstituer de grosses économies de côté qui sont indispensables pour l'investissement immobilier locatif. Voilà donc pour l'épisode du jour. Je veux pas vous... Voilà, c'est un aspect à prendre en compte. Évidemment, vous faites les choix que vous voulez dans votre vie, mais j'avais envie que vous preniez en compte ça. Parce qu'il faut vraiment se poser la question, est-ce que je préfère être libre financièrement dans 7 ans ou dans 10 ans ? Et ça a un impact direct. Moi, je suis persuadée que quand on achète sa résidence principale, on perd facile 2 ans par rapport au chemin qu'on a vers la liberté financière. Voilà pour aujourd'hui. Donc, grosso modo, vous avez compris que, en général, quand on a sa résidence principale, sa capacité d'endettement, elle est un petit peu fondue. Les économies, votre trésorerie également. Et vous avez beaucoup plus de mal à mettre en place des nouvelles économies de côté. Et vous avez perdu tout le temps de mise en place de la résidence principale qui a duré en général 1 an à 2 ans. Donc voilà, ça repousse le moment de votre liberté future. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.